On nous dit que la paix est proche. Vraiment. Dans les couloirs de Washington, on entend partout qu'un accord est là, sur la table, presque signé. Tout le monde serait d'accord, c'est ça qui est fascinant. Exactement. Et pourtant, au même moment, à New York, au Conseil de sécurité, on assiste à une guerre de tranchées diplomatiques, mais d'une violence... Inouï. C'est ça. On nous vend une paix qui serait déjà conclue, alors que dans les faits, personne n'est d'accord sur les mots pour la décrire. Et c'est tout le paradoxe, c'est là que tout se joue en ce moment. L'enjeu, ce n'est plus seulement de savoir si la guerre à Gaza s'arrête, mais comment elle s'arrête. Quelle paix, qu'est pour qui? Et surtout, quel après? Voilà, le véritable champ de bataille aujourd'hui, il n'est plus militaire. Il est sémantique. D'un côté, il y a la diplomatie américaine qui tente d'imposer son récit, sa version des faits. Et en face? Et en face, un axe Alger-Moscou très très solide qui a décidé de se battre sur chaque mot, sur chaque virgule. C'est donc cette guerre des mots qu'on va décortiquer. Parce que derrière le jargon diplomatique se cachent de véritables ambitions, des véritables lignes rouges. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la salle des machines, loin des communiqués, pour comprendre les jeux de pouvoir. C'est ça. Alors, commençons par ce qui semble être le point de blocage principal. C'est presque absurde quand on y pense. Des mois de guerre, des dizaines de milliers de morts, un équilibre régional entier qui est en jeu. Oui. Et tout ça serait suspendu à un seul mot, État. Est-ce qu'on est face à une simple querelle de grammairiens de la diplomatie, ou est-ce que ce mot, c'est vraiment le cœur du réacteur? Ah non, ce n'est pas absolument pas d'une coquetterie, c'est le cœur du réacteur, comme vous dites. C'est la ligne de front. Ah oui. Pour Alger et Moscou, la différence entre inscrire noir sur blanc l'objectif d'un État palestinien et la formule américaine beaucoup plus évasive d'un chemin vers un État, ce n'est pas un détail, c'est un gouffre. Un gouffre, carrément? Qu'est-ce que ça change, concrètement, sur le plan juridique, politique? Ça change tout. Le terme État palestinien, s'il est gravé dans le marbre d'une résolution du Conseil de sécurité, ça crée une obligation juridique internationale. D'accord. Ce n'est plus une vague promesse, c'est un statut. Ça devient le point de départ non négociable de toute discussion future. La reconnaissance, elle est actée, en principe. Et à l'inverse, ce chemin vers un État, C'est la formule magique pour ne rien garantir. C'est une promesse qui n'engage, au fond, que ceux qui y croient. Ça ouvre la porte à des années, des décennies de processus, de conditions, de prérequis. c'est une manière très élégante de repousser la question aux calendes grecques. Exactement. Et ça sert parfaitement la position israélienne actuelle. C'est fascinant. Donc le langage n'est pas juste un outil pour décrire l'accord. Le langage est l'accord. Précisément. Si le mot « État » est dans le texte, le jeu change complètement avant même que les négociations de fond aient commencé. D'un côté, une certitude, de l'autre, un chèque en blanc. C'est tout à fait ça. Et ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que cette résistance, ce n'est pas juste le fait de l'axe Alger-Moscou. Des sources diplomatiques concordantes indiquent que la France, pourtant un allié clé des États-Unis, Oui. aurait aussi émis de très sérieuses objections sur la formulation américaine. Ah, ça c'est surprenant. D'habitude, Paris est beaucoup plus aligné sur Washington sur ces dossiers. Qu'est-ce que ça nous dit? Que même les alliés ne sont pas prêts à signer ce chèque en blanc. Ça nous dit que la fissure est plus profonde qu'un simple bras de fer Est-Ouest. Ça montre un malaise, y compris au sein du camp occidental, face à la méthode américaine du fait accompli. D'accord. Paris, comme d'autres capitales européennes, a une position historique sur la solution à deux États qui repose sur des paramètres clairs. Diluer cet objectif dans une formule vague, c'est prendre le risque de le vider de sa substance. Et c'est peut-être aussi une manière de marquer une certaine autonomie diplomatique? Sans doute. Une manière de dire à Washington, vous ne pouvez pas décider de tout seul. Et au cœur de cette fissurure, on trouve donc ce tandem Alger-Moscou. Il a l'air particulièrement solide, coordonné. Est-ce que c'est une alliance de circonstances, juste le plaisir de mettre des bâtons dans les roues de l'Amérique, ou il y a une stratégie commune, un plan plus élaboré? Non, c'est bien plus qu'une posture. C'est une offensive diplomatique concertée, avec des objectifs très précis. Lesquels? Le premier, on vient de le voir, c'est de forcer la main de la communauté internationale pour inscrire le droit à un État palestinien dans un texte juridiquement contraignant. Pas d'ambiguïté. Zéro ambiguïté. Pour eux, c'est une question de principe, mais c'est aussi une question de crédibilité. Et le deuxième objectif? J'imagine qu'il est plus pragmatique. Beaucoup plus. Et il touche directement à la réalité du terrain. L'axe Alger-Moscou exige des garanties claires sur un point extrêmement sensible, l'organisation d'une sortie sûre et sécurisée pour les combattants du Hamas qui se trouvent dans les tunnels de Gaza. Ah oui, quand même.
Ce n'est pas un détail dans leur contre-proposition, c'est une condition sine qua non. Donc ce n'est pas seulement un blocage, c'est une véritable contre-offre. Ils ne disent pas juste non au plan américain. Non, pas du tout, Ils essayent d'imposer le leur avec leurs propres conditions. précisément. Ils ne veulent pas être de simples spectateurs qui applaudissent ou qui sifflent. Ils veulent coécrire le scénario de l'après-guerre. Et qu'est-ce qu'ils y gagnent, chacun de leur côté? Pour la Russie, c'est une occasion en or de réaffirmer son statut de puissance incontournable au Moyen-Orient. Une puissance capable de parler à tout le monde. Pour l'Algérie, c'est la consolidation de son rôle historique de leader de la cause palestinienne, un rôle qui lui donne un poids considérable sur la scène africaine et arabe. En somme, ils ne veulent pas juste être à la table. Ils veulent tenir le stylo. Et pendant ce temps, à Washington, la stratégie est complètement différente. On a l'impression d'assister à une masterclass de création de réalités alternatives. C'est une bonne formule. Le discours officiel, répété en boucle, c'est « Israël a accepté, les pays arabes ont accepté, le Hamas a donné son accord de principe ». Ils ignorent presque l'opposition à New York et ils agissent comme si tout était réglé. C'est une tentative de prendre le Conseil de sécurité en étau, n'est-ce pas? C'est une excellente analyse. C'est une manœuvre diplomatique classique, mais poussée ici à son paroxysme. La stratégie américaine, c'est de créer une réalité par la narration. Comment ça? En affirmant que toutes les parties sont d'accord, ils cherchent à isoler complètement l'opposition au sein du Conseil. Le message est simple, le train de la paix est en marche. Soit vous montez dedans, soit vous êtes ceux qui le font dérailler devant le monde entier. C'est une pression psychologique et politique énorme. Exactement. Et le but ultime, c'est de faire passer leur plan, qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelait le plan Trump. Et d'obtenir le tampon officiel de l'ONU dessus. C'est exactement ça. Obtenir une résolution du Conseil de sécurité, c'est obtenir le sceau du droit international. Leur plan passerait alors du statut de proposition américaine à celui d'obligation internationale, contraignante pour tous. Y compris pour ceux qui ne l'ont pas négocié. Voilà, y compris pour ceux qui s'y sont opposés. C'est une façon de verrouiller le jeu selon leurs propres termes. Ce qui explique leur intransigeance. On entend dire qu'ils sont prêts à accepter des modifications mineures, mais qu'ils refusent tout changement fondamental à leur texte. C'est à prendre ou à laisser. Absolument. La marge de manœuvre est quasi inexistante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Russie joue aussi sur le plan sémantique en retour. Ils refusent systématiquement d'utiliser l'appellation « plan Trump ». Et ce n'est pas anodin, j'imagine. Pas du tout. C'est une façon de le dépersonnaliser, de lui enlever son aura d'initiative présidentielle pour le rabaisser au rang de simple document travail américain. En faisant ça, ils sapent sa légitimité et disent en substance « ce n'est qu'une proposition parmi d'autres et la nôtre est tout aussi valable ». C'est une guerre psychologique autant que diplomatique. Attendez, revenons sur un point que vous avez mentionné et qui me semble absolument central, presque surréaliste. Je vous écoute. Cette idée de sortie sécurisée pour les combattants du Hamas. L'euphémisme est magnifique. On parle concrètement d'organiser l'exfiltration, le départ d'un groupe qu'Israël a publiquement juré depuis des mois d'éradiquer jusqu'au dernier. Oui. Comment est-ce que Washington peut même espérer concilier ça? Comment peuvent-ils dire « Israël a accepté » en sachant que cette clause est au cœur des demandes russo-algériennes? Vous mettez le doigt sur le paradoxe le plus total. Sur le nœud gordien de toute cette affaire, ce point qui est publiquement inacceptable et politiquement suicidaire pour le gouvernement israélien, Absolument. est en réalité la clé de voûte de tout accord potentiel. C'est un mal nécessaire pour obtenir la fin effective des combats. Pourquoi? Parce qu'il faut être réaliste. Sans une forme de garantie pour la survie de ces combattants, il est impensable que le Hamas dépose les armes. C'est une question de survie pour eux. Donc, quand la Maison-Blanche affirme avoir l'accord d'Israël, c'est un coup de bluff monumental, hein? Ou alors ils mentent sciemment. Ce n'est pas un mensonge au sens classique, c'est plus subtil que ça. C'est un acte de foi. Et surtout, un outil de pression. C'est le cœur du métier de médiateur. Leur travail, c'est de convaincre Israël, dans le plus grand secret, qu'une telle concession, aussi douloureuse soit-elle publiquement, Et le seul prix à payer. est le seul prix à payer pour atteindre des objectifs stratégiques supérieurs, la libération des otages et la fin d'une guerre coûteuse et sans fin. Ils forcent la main de leurs propres alliés en créant un fait accompli diplomatique. En quelque sorte, oui, l'affirmation publique, Israël a accepté, est moins le reflet d'une réalité déjà acquise qu'un moyen de rendre cette acceptation inévitable. Il crée la réalité qu'il souhaite voir advenir. C'est de la réelle politique à l'état pur. Exactement.
Le fossé entre ce qui est dit et devant les caméras et ce qui est négocié âprement dans les arrière-salles est abyssal. Et c'est dans cet abysse que se joue l'avenir de la région. En fin de compte, ce à quoi on assiste, c'est une partie d'échecs géopolitique à plusieurs niveaux. Chaque mot est un pion, chaque déclaration une manœuvre. Tout à fait. D'un côté, on a cette stratégie américaine de la vitesse, du momentum, qui cherche à créer une dynamique politique et médiatique irrésistible pour imposer son cadre. Et de l'autre? Et de l'autre, on a une stratégie russo-algérienne de la rigueur juridique, du blocage tactique, qui utilise à merveille les procédures du Conseil pour ralentir le jeu, imposer ses termes et garantir ses intérêts. Le destin de Gaza se joue autant, sinon plus, dans ces couloirs de New York que sur le terrain. Imposer un ordre, leur ordre, qui pérennise avant tout leur propre influence. C'est toute la question. Quitte à ce que cet ordre soit fondé, dès le départ, sur des ambiguïtés tellement explosives qu'elles contiennent déjà les germes de la prochaine guerre.